J'adore le Super Smash. Super Smash, ok. New Magazine en mode podcast. On est dans les locaux de French Plug. On est avec mon poteau, XP. Yo quoi l'ami? Yo quoi, tranquille. On est là. Pour supersmash.fr. Bon, alors déjà avant de commencer, comme je t'ai dit, comment on doit t'appeler aujourd'hui là, en 2021? XP, Expressif, Phoenix. L'expressif. Expressif. Ok, expressif. Parce que tu m'avais dit à un moment, peut-être Elixir, tout ça. Bon, en fait, Elixir c'est le futur projet de cette Ok, année. ok. Initialement, on m'appelait Express. Ok. Quand j'ai commencé le rap en 1997. 97. Ouais, Mais d'ailleurs, présente-toi un peu pour les gens qui... Donc voilà, moi je viens de Basse-Terre, Bas-du-Bourg. Ok. Voilà, tu veux de la petite histoire, j'ai commencé en 97 comme je te disais. 97. Avec un groupe qu'on appelait Mystic Rhymes, donc c'était... Et comment vous avez commencé Mystic Rhymes? C'est quoi? Vous étiez au lycée, on était dehors? On était au fin de collège, début lycée, pour certains d'entre nous. Et d'un coup comme ça, vous vous êtes dit, allons rapper. Voilà, en fait, on était vraiment influencés déjà sur le rap conscient, type MOP, Mobb Deep, divers. Et en fait, on commençait à faire des freestyles ensemble. Sortie de collège, au lycée, on a commencé à faire des scènes. Mais c'était quoi? C'était plus dancehall ou rap? Parce que 97, il n'y avait pas grand monde qui... C'était rap en fait. Mais il n'y avait personne qui rappait 97? Oui, il y avait pourtant du monde. Hein. Ah ouais? Ouais, on avait des plus grands chez nous, on les appelait Dafancho, c'était l'époque aussi de Fokli. Oui, Radio Tambour, il y avait Radio Basse-Terre aussi. Donc, mais 97, Fokli, après moi 97, j'avais quoi? J'avais 5 ans. Donc... Fokli 97, il avait déjà pété ou c'était je sais là, même pas. C'était le underground, genre. C'était underground, c'était non, c'était vraiment le moment où ça a commencé il y avait la couleur du rap créole qui a commencé à émerger. Et bon, nous on était les petits, tu vois, donc nous on a les plus grands, c'était pour nous c'était Dafancho. C'était N.O.Clan, voilà. Donc nous on venait juste après, bon, on travaillait sur les textes, voilà quoi. Donc c'est parti d'une passion où au lieu d'aller faire n'importe quoi dans la rue, vous étiez en train de rapper et tout. Voilà, on bossait dessus. Mais comment c'est arrivé ça, le mouvement hip-hop? Parce que là c'est vraiment hip-hop, c'est pas trap, c'est pas crunk, c'est pas drill, c'est hip-hop. C'était hip-hop, donc c'est arrivé comment ça? On avait aussi l'influence américaine. Donc ouais, mais frère, influence américaine, comment vous faisiez? Il y avait pas de... Écoute, à l'époque, il n'y avait pas internet. Tu vois? Voilà, mais il y avait les radios, il y avait les cousins qui voyageaient souvent. Donc moi j'ai découvert le rap par rapport à mon cousin, défunt cousin, donc qui me ramenait des cassettes. Donc cassettes, tu connais, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, même plus, tu vois. Donc même nos premiers enregistrements, pour la petite anecdote, on posait sur des phases B, donc c'était sur les vinyles, avec les vinyles, magnétophone, donc une litre, donc c'était one shot pour enregistrer. Putain. Mais donc, même les phases B, comment vous faisiez pour avoir des phases B, frère? Donc alors moi je t'explique, phase B, on avait en fait les premiers projets que j'ai posés, c'était avec Damixtape, donc c'était un cumé de Pointe-à-Pitre qui avait fait poser pas mal d'artistes de toute la Guadeloupe. Donc moi j'ai commencé comme ça, il y avait une machine, cassette, il y avait l'instru et de l'autre côté on posait une voix. Donc voilà, donc c'était ça à l'époque. Et ensuite j'ai posé avec mon groupe Mystic Rhymes, donc c'était le collectif. Ensuite j'avais mon acolyte aussi, Damoclès ça c'était vraiment au lycée Gervais-Riache. Et là on a vraiment kiffé ensemble. Donc ensuite après le bac, je suis parti à Londres. Donc voilà. Là, à l'époque, c'était quoi avec Damoclès? C'était quoi le nom du groupe? Alors avec Damoclès, on n'avait pas de groupe, mais en fait on faisait partie de Badibou. Nek Badibou. Et Nek Badibou, c'était le quartier. Et là, pour l'instant, vous n'avez rien posé comme son, c'est juste freestyle. Ah, vous avez déjà posé? Posé des sons. Ah, c'est ce que tu veux, Ou juste avant de partir, il a sorti sa mixtape Gros Plan avec tout le monde, avec tous les potos.
Gros Plan 1, et ensuite il a sorti Gros Plan 2, et de là je suis parti après à Londres. Et tu te rappelles de ton état d'esprit, genre c'était quoi? C'était en mode, nous café, on fait on pose comme ça ou non, on était vraiment à fond parce qu'en fait on était tous passionnés de musique, et on était vraiment dans le délire où on avait envie de dire des choses, et puis à cette époque on n'était pas nombreux. Contrairement aujourd'hui. Ouais, c'est ça que je disais, il n'y a pas de pas nombreux, donc après il y en a qui ont arrêté, bon voilà, c'était juste pour le fun. Il y en a qui ont continué, jusque là ça fait plus de pratiquement 20 ans maintenant que j'écris des textes, je travaille avec du monde, donc voilà. Et du coup, mais attends, mais ça veut dire que là, quand vous posiez les sons, tout ça, c'était en mode... Vous étiez déter, mais est-ce que vous vouliez percer on a sorti des mixtapes. Ok. Mais comment vous faisiez les mixtapes, après les mixtapes qu'on a sortis, c'était sur CD. Sur CD, comment tu fais pour faire tourner ça? Écoute mon grand, écoute, c'était la street. Donc à l'époque, comme on était au lycée, donc on vendait les CD au lycée. Donc c'était de main à main, c'était pas comme aujourd'hui sur internet, sur plateforme streaming, il n'y avait pas tout ça. Et qu'est-ce que les gens vous disent? Ça doit être marrant aujourd'hui, déjà de ta classe et tout. C'était un délire parce qu'en fait les gens nous connaissaient, ils nous voyaient tout le temps, ils voyaient qu'on kiffait ça, et puis ils nous donnaient un support, tu vois. À l'époque c'était quoi, 5 €? 5 € ça partait vite, tu vois. Et du coup, donc après, là, tu étais avec tes gars, machin, lycée, tout ça, et après, tu es parti à Londres directement. Ouais. Alors, tu n'es pas parti en France, et après, non, directement. Moi, je suis parti à Londres directement, contrairement à certains de mes potes qui sont partis en France. Là, tout le monde partait en France, au Canada. Voilà, et en fait, j'ai voulu découvrir Londres parce que je kiffais déjà un peu tout ce qui était... jungle, voilà, garage, j'avais envie de découvrir autre chose, et puis il y avait aussi la dancehall aussi, parce que bon, la dancehall aux Antilles c'est la base aussi, et en fait j'ai voulu élargir mon sens culturel musical, dans l'oreille, vraiment découvrir comment les mecs ils travaillent là-bas, comment ils voient les choses, et puis j'ai commencé à bosser, forcément je parlais pas anglais, donc au fil des mois, j'ai commencé. Donc t'es parti que pour ça, je suis parti aussi pour la langue, je suis parti parce que j'en avais marre de l'école. Voilà. Je me suis dit peut-être t'es parti pour les études ou je sais pas, non, t'es vraiment parti en mode aventurier. Après en mode débrouillard, j'ai commencé à bosser, etc. Puis j'ai rencontré pas mal d'anglais qui en fait j'ai continué à rapper en créole là-bas. Donc, pourquoi t'as rappé en créole là-bas? Parce qu'en fait. Parce qu'il y avait des Antillais là-bas? Il y avait des Antillais, il y a une culture, il y a quand même pas mal d'Antillais sur Londres. Là on est vers quel 2001. 2001 jusqu'à 2005. Et 2001 il y avait déjà des... Ok. Donc les gens en général quand ils parlent d'Antillais, ils pensent toujours au carnaval. Il y a des gens aussi qui sont partis vivre sur Londres parce qu'ils avaient envie de voir autre chose. Donc après j'ai rencontré pas mal d'Antillais, pas mal d'Anglais où il y a eu de très bonnes connexions. J'ai rencontré un DJ qui s'appelait DJ Johnny G, c'était un Colombien. Et lui vraiment il m'a vraiment aidé pour enregistrer des morceaux. Voilà, je connaissais personne au départ. Oui. Voilà. Et t'es resté combien de temps là-bas du coup? 5 ans. 5 ans. Et 2001-2005, tu sentais déjà l'accent des gars en mode... après il y a... Nigérien, Jamaïque, machin. Il y avait vraiment... j'ai bossé avec pas mal d'artistes de différentes cultures. Où ça m'a permis de commencer à travailler un peu le flow, enfin de continuer à travailler le flow, mais un peu plus large. Ne pas rester sur du brut rap, mais vraiment trouver des techniques, élargir le plan pour les sons, tu vois. Donc non, c'était une très belle expérience. Après il y avait un collectif aussi, Can We Be One, où là t'avais des Guadeloupéens, et des Guadeloupéens. Ah, t'étais pas tout seul là-bas quoi. Ouais. Et c'est quoi l'état d'esprit des mecs maintenant peut-être ça a changé parce que voilà tout change vite, mais
quand t'es arrivé, genre, c'était quoi l'état d'esprit des... Parce que je pense que t'as rencontré d'autres chanteurs là-bas aussi. Ils chantaient en anglais, c'est quoi? C'était la même état d'esprit? En fait, ils étaient si vraiment, en fait, les mecs que j'ai rencontrés, c'était vraiment, par chance, c'était vraiment l'amour de la musique. Donc, on se posait pas trop de questions, ouais, qui va péter, qui va ceci, qui va cela. Genre, ça t'est déjà arrivé, du coup, il y a freestyle, il y en a un en créole. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, on n'était pas vraiment dans le délire, ouais, buzz massif, divers. Donc, voilà, c'était vraiment le kiff de pouvoir kicker sur des instrus. Donc on a rencontré aussi des beatmakers. Des trucs. Ah ouais, ça t'a vraiment fait dire, parce que comparé à la Guadeloupe, là, c'est beaucoup plus carré, enfin, entre guillemets, à l'époque. Mais déjà niveau beatmaker en Guadeloupe, moi jusqu'à maintenant, je suis toujours en connexion avec lui. Unique. Unique, c'est quelqu'un de Trois-Rivières qui a fait pas mal d'instrus pour des artistes en Guadeloupe. Et j'ai commencé à poser vraiment sur après les phases B, donc vraiment les prods produits par des gens. Par rapport à lui, j'ai commencé par ses instrus. Il faisait ses instrus pour la petite anecdote sur PlayStation. Putain, PlayStation. En plus, ça devait être la PlayStation 1 ou 2. Tu vois le délire. Moi, franchement, je t'ai connu sur le son, je t'ai dit la dernière fois Miyakila, tu vois. Ouais, Miyakila. Je me rappelle Miyakila, je sais plus c'était quoi, c'était 2000. Miyakila, c'était 2007 ou 2008, je crois. 2007, 2008, ah ouais, donc t'étais déjà ici. Ouais, là c'est quand je suis arrivé sur Paris. Donc, ouais, t'es revenu sur Paris. Là, j'ai décidé de venir vivre sur Paris. Et est-ce qu'avant, quand tu étais à Londres, tu avais déjà. Je suppose que parce que Calotte Lyrical, tout ça, les sites, bon, ça, c'est les gens qui connaissent pas, c'était. Ouais, Calotte Lyrical, ouais, il y avait. T'avais déjà des sons qui tournaient? Ouais, j'avais quelques titres que j'ai placés sur Calotte Lyrical. Ouais. Après, j'étais pas du tout. À ce moment-là, j'étais revenu sur Paris pour des objectifs personnels. Ok, rien à voir avec la musique. Rien à voir avec la musique. Donc. Mais la musique est revenue vers moi. Ouais. Parce qu'en fait, voilà. Donc, j'ai commencé à travailler avec un de mes potes qui s'appelle Que ça, avec qui on avait l'objectif de sortir un projet, donc un album. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu pas mal de galères. C'est là que j'ai commencé à découvrir vraiment le milieu en France, là, sur Paris. Le milieu de l'autre côté, ouais, pas beau. La darkness, voilà. Donc, le projet, il n'a pas été finalisé par rapport à une certaine personne qui malheureusement, comme tu dis, le monde de requin, qui a foutu. Mais attends, donc là, tu parles de projet, genre, c'était quoi? C'était un album mixtape, quoi. Plus poussé. Plus poussé. Et ça, c'était en sortant de Londres, c'est-à-dire quand tu es arrivé ici? Ouais, quand je suis arrivé ici. Ok. Et Miyakila, ça sentait. Miyakila était sur le projet, justement, de. Ah ouais. Donc, Miyakila, c'était. Et Miyakila tournait bien. C'était l'époque de Crunk. Donc, c'était cette époque-là. Et puis, bon, voilà, malheureusement, ça n'a pas abouti. Ouais, c'est dommage. Surtout qu'en plus, Miyakila, moi, je t'ai dit, j'avais entendu Miyakila, ça tournait fort, tu vois. Ça tournait bien. Miyakila, tu vois, et les gens étaient en train de danser. Il y avait l'intro au début du son, là. Il y avait pas mal de. Voilà, et puis, sur ce morceau-là, on a voulu rester vraiment aussi musique, rap. Inviter des danseurs. L'imagerie, tout ça. Mais le gars qui a fait l'instru de Miyakila, c'était quoi? Lui, c'est le cousin de Unique. Il s'appelle Sector. C'est un Guadeloupéen. Voilà, c'est un Guadeloupéen, Sector. Et Sector, big up. Sector, voilà. Et puis, non, c'était tout. En fait, pratiquement toutes les instrus à l'époque, c'est des mecs avec qui. Je bossais déjà. Sur Paris, j'ai rencontré aussi Mad Mike, qui faisait des instrus pour pas mal d'artistes aussi. Et puis voilà. Et tu vois, franchement, après c'est dommage que le projet soit pas sorti, parce que à la période Miyakila, bon, moi j'étais encore jeune, bon, j'étais pas non plus enfant, mais j'étais jeune. Et je me rappelle, c'est là où la crunk pétait, il y avait les sonorités dirty, même en France et tout. Ouais. Et j'avais l'impression que, en fait, avant, parce que moi j'ai toujours geeké sur internet quand je voyais les freestyles des gars au Guadeloupe et tout. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, genre avant le crunk, le rap était très. Pas marginal, mais. C'était un peu bizarre, genre c'était les gars, comme tu disais, dans les quartiers, dans les. Ouais, en fait, c'était. Comment te dire?
c'est... Tu avais à cette époque-là où on était vraiment dans le rap, tu avais aussi la dancehall. Et la dancehall, c'était Sound System. Sound System. Voilà. Alors que le rap, c'était plus niché, non? Voilà, c'était plus... oui, tu fais du rap, c'est bien, mais pour pouvoir percer, il faut t'ouvrir. Voilà. Après, moi, j'étais vraiment pas là-dessus. Moi, j'étais vraiment dans mon délire où, voilà, tu kiffes ou tu kiffes pas. Tu kiffes pas. Et tu vois, et le truc, c'est que quand les gars lançaient des sons à l'époque, rap, machin, je sais pas. Enfin bref, quand ils sortaient leur son rap, machin, j'avais pas l'impression que j'avais l'impression, moi, quand j'écoutais ça au collège, j'étais tout seul à écouter ça. Mais dès qu'il y a eu le crunk qui est arrivé, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est pas passé non plus au niveau machin. Voilà, c'est pas arrivé au niveau. Après le crunk est arrivé, bon, il y a quand même des artistes qui ont vraiment poussé le truc où tout le monde kiffait. Bon, tout le monde connaît Dawa. Kizet Kishit. Cette époque-là, vraiment, là, c'était vraiment, ça partait vraiment. Après, il y a eu peut-être des problématiques d'organisation, mais je pense que le problème en Guadeloupe, ou aux Antilles même, pour pouvoir développer notre musique, il faut plus que le public, en fait. Il faut vraiment des vraies structures pour pouvoir développer le bordel. Et aujourd'hui, c'est sur ce que je travaille. Ouais, puis sur ça que tu taffes. Parce que même, je te dis, enfin, après on va acheter le sujet, mais tu vois, par rapport au crunk, après peut-être c'était les instrus aussi qui étaient plus festifs, plus... Mais j'avais l'impression les sons... les sons étaient... Le crunk, bon, c'était pas, ça tournait pas comme national ou quoi, mais j'avais l'impression qu'il y avait, par exemple, moi au collège, je pouvais voir une fille qui a rien à voir, qui écoute du Chris Limema Éclat, et elle avait mis Akila dans le téléphone. Tu vois, elle avait des trucs, des Dawa, Kizet Kishit, alors qu'avant, il n'y avait pas de rappeurs antillais dans le téléphone des gens, tu vois. Je pense que les gens, ils ont commencé enfin, surtout, on a une grosse communauté antillaise en France. Je pense que eux, ça les ressemble plus, en fait. Ouais, peut-être. Peut-être ce qu'on raconte, ce qu'on dit, ils se sentent vraiment dedans, donc ils apprécient mine de rien qu'on rappe en créole. Et parce que en vrai, c'est une histoire d'identité aussi. C'est ça. Les mecs qui rappent en créole, ils vont entendre un son qui arrive, ils vont rien comprendre. En général. Général, oui. Tu vois. Et en plus, quand je regarde bien, bon, peut-être que je me trompe, mais en vrai, que tu dis ça, c'est pas faux. Parce que maintenant, avec le recul, vous là, les acteurs de ce mouvement, bon, on savait pas que c'était un mouvement crunk, mais les acteurs là de cette période-là, en fait, vous étiez tous sur Paris à un moment. Les gars, les Skyzo, tous ces gars-là, les gars étaient là. Les Shaolin, les Dawa, je sais pas, mais pratiquement tous vous étiez ici. Après, cette époque-là aussi, tout le monde voulait réussir. Ok. Donc, moi personnellement, c'est parce que je viens de Basse-Terre, je connaissais Aéro, par exemple. Jutsu, tout ça. Voilà, Aéro, on a bossé quelques titres ensemble aussi. Mais, qui est sorti, comme tu dis, tout le monde était sur Paris. La seule chose, c'est que tout le monde fait son coin. Dans son coin, tu vois. La France est trop grande, tu vois. Déjà Paris, moi je trouve que on aurait pu, moi j'aurais vraiment apprécié, on aurait pu assembler tout le monde pour pouvoir travailler ensemble. Tu vois. Et qu'est-ce qui a fait à ton avis que ça s'est pas fait? Ben en fait c'est simplement, je pense que c'est pas la mentalité, c'est la communication et puis entre nous, se dire les choses, proposer les choses. Rester dans son coin, c'est très bien, moi j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je pense que si on fait une différence, on fait une comparaison avec le mouvement de rap français, on est en retard. On est en retard, mais... musicalement ou avec la mentalité, tu parles? Plutôt la mentalité, d'accord? Parce que niveau son et niveau texte, je pense pas qu'on est inférieur à qui que ce soit. Mais même pour l'époque, hein. Voilà. Même à l'époque, t'écoutes les sons comme Miyakila. Moi, j'étais tombé sur un son avec comment il s'appelle que t'avais fait là, un gars qui faisait du dancehall. C'était c'était du crump carrément. C'était oui, je vois ça. Tu te rappelles pas de ce son là, c'est toi qui l'as fait en plus. Quel son tu m'as dit? J'ai oublié le nom avec du gars qui était en feat. Tu dis
Black n'est pas capable. Ah, tu parles le son avec Chronix. Ouais, Big up Chronix, moi ça. Mais ça, lyricalement, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est. Ça, c'est qu'on n'était pas du tout en retard. Voilà, après, moi, j'ai mon côté. Donc, comme je te disais, j'ai cherché à un peu développer ma musique, c'est-à-dire ne pas rester que sur du rap, faire un peu de dancehall, faire un peu de trap, etc. Mais c'est vrai que j'ai vraiment ce que je kiffe vraiment, c'est les textes conscients, les choses qui choquent, les choses que j'ai envie de dire. Voilà, surtout ce morceau-là avec Chronix, on avait décidé, c'était pour une mixtape. Moi, je pensais de rassembler, justement, rassembler les deux morceaux pour faire un clip. Et puis, franchement, c'était une très bonne idée. Et c'était pas mal, Et pour l'époque, parce que tu as dit, à ce moment-là, on était en France, on avait tous fait, on voulait réussir. Mais quand tu dis réussir, c'est quoi? Parce que là, tu sentais que tu allais sortir un album, c'est quand même chaud. Ouais, mais il n'y avait pas d'exemple de réussite. C'était... en fait... Aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, à l'époque, qui est-ce qui pétait? C'était plutôt tout ce qui était, il y avait Fokli. Ouais, Fokli. Voilà. Ouais, mais Fokli, c'était quand même... T'avais Chris, t'avais Admiralty. Ouais, c'est vrai. Mais là, on parle à grande échelle, on va dire plutôt à grande échelle. Après, aujourd'hui, à l'époque, si c'était pour travailler sur un projet, ça aurait été sortir bien sûr des morceaux avec des clips, etc., histoire de travailler sur ton public, et puis voilà. Et ensuite tu sors ton projet. Mais nous à l'époque on n'avait pas cette vision des choses. Nous c'était on va faire un projet, on pose des morceaux et on sort les choses. Mais pour sortir les choses, on n'avait pas cette faculté de se dire mais il faut travailler quand même, développer avant la sortie. Après t'en as qui avaient déjà cette structure pour pouvoir sortir les choses. Aux Antilles, aux Antilles. C'est pour ça qu'ils ont sorti des projets. Effectivement, après il y a aussi l'époque de Kérosène, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Mais Kérosène il a pété longtemps après ça. Non, il était à peu près à la même époque que Dawa, tout ça. Donc oui, avec les Young Chang, tout ça. Young Chang, voilà. Donc, non, après, c'est des mecs qui sortent, tu vois, ils sortent d'autres quartiers en Guadeloupe que le mien. Voilà. Et toi, maintenant, avec le recul, tout ça, qu'est-ce que tu penses? Après, on va parler de maintenant, après, on va parler de après, mais là, on reste dans le passé. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu changer ou pour faire autrement pour que ton truc sorte et que ça soit carré? Là, je peux travailler sur la structure, en fait. La structure pour pouvoir développer et sortir le projet carré. Je pense que c'est ce qui... Quand tu dis structure, c'est quoi? C'est l'équipe? C'est l'équipe, parce que l'équipe, c'est pas, on est à deux et puis voilà. Moi, je pense que pour finaliser, vraiment développer un bon projet, il faut des beatmakers, il faut tout ce qui est production, il faut aussi du visuel, il faut une équipe pour la communication. C'est ça. Voilà, c'est un tout en fait. C'est un tout après, pour sortir un projet. Il faut pas non plus se dire on a floppé tout ça parce que non, c'est pas floppé parce qu'en fait, comment te dire, pour moi, faire de la musique, c'est pas du flop. C'est-à-dire que je pense que si c'était du flop, j'aurais arrêté d'écrire et faire des sons. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis vraiment dans une optique où toi tu kiffes le foot, tu vas jouer au foot, tu vas faire ton sué, tu vois ce que je veux dire? Moi c'est le son, c'est les rythmiques, j'aime bien travailler, poser sur des instrus, etc. Donc pour moi c'est pas une déception. Et puis surtout qu'en plus, tu vois, parce que là on t'a parlé du rap français et tout, à l'époque les gars, ils faisaient déjà des allers-retours, Châtelet, ils avaient déjà des studios, ils savaient comment faire. Alors que vous sortez du pays, vous êtes lâchés là, vous ne savez pas qui check, vous n'avez pas de contact. Tu vois, en vrai, vous ne pouviez pas faire plus que... C'était compliqué et puis... découvrir en fait. Voilà. Vous n'aviez pas d'exemple. Maintenant, les petits vont arriver, ils vont dire même nous, on va leur dire il faut faire ci, ça, toi, tu vas leur dire faire ça. Et puis au pire, ils ont déjà vu comment ça marche en France, ils vont se dire on va essayer de faire ça, on va envoyer 2 clips à sortir le projet, mais avant... Il n'y avait pas de... T'es dans la jungle et puis tu te démerdes, tu vois. C'était au pied des brouillards. Ben oui. Et du coup, donc là maintenant, en 2000, là on est de 2021,
toi, comment, avant de parler de ce que tu vas sortir, ton actualité, tout ça, comment tu vois le truc maintenant là, le game là, comment ça a changé? En fait, le game là, il y a eu quand même, il y a beaucoup de choses qui se font, mine de rien, par rapport à l'époque. La nouvelle génération, ils ont beaucoup plus l'opportunité de pouvoir produire, produire que nous. C'est-à-dire que ils ont les moyens, tout le monde a un ordinateur chez soi, tout le monde a un micro. Aujourd'hui, tu as le visuel qui est très important. Il y a beaucoup plus de possibilités, je pense, aujourd'hui, pour tout le monde de pouvoir développer sa musique. Et ça te fait, encore un petit bonheur passé vite fait, mais c'est la même chose, mais genre ça te frustre pas un peu de te dire que frère, t'aurais eu les mêmes armes que les petits aujourd'hui? Non mais en vrai, tu vois, parce que maintenant, tu vois, Miyaki là, ça sort maintenant, ouais, mais tout ça. Le truc c'est que TikTok, machin, on peut pas avoir de regrets, pardon. Pourquoi? Parce que chaque chose en son temps, tout le monde évolue en fonction de son époque, ouais. Tu vois. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ceci, il y a cela, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as plus l'opportunité, mais il y a trop de gens qui vont entrer dans la facilité. Tu vois ce que je veux dire? Pas de recherche ou de trucs. Pas de recherche, toujours les mêmes thèmes, les mêmes mots. Gang gang. Voilà, tu vois. Ils ont la facilité. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place. Et il y a la technologie aussi, elle est vraiment aujourd'hui évoluée musicalement parlant. Que personnellement, je vois que mon époque, oui, je suis super content d'où j'ai commencé, ma base. Parce que ça me permet de travailler aujourd'hui sur quelque chose de concret et vraiment ne pas dire n'importe quoi. Voilà. Mais justement, et qu'est-ce que tu trouves que par exemple, qui était mieux avant, qui est moins bien maintenant, et qui est mieux maintenant, qui était moins bien avant par exemple? Vraiment rapidement, genre. Qu'est-ce qui était mieux mis à part avant? ce que tu viens de dire, genre la technologie, tu peux poser tes sons partout, tu peux faire tes clips vite fait, tu vois. Mieux avant. Moi, je pense que c'était peut-être on se prenait pas, comment te dire, on se prenait. Je sais pas comment t'expliquer le bordel, mais. C'est plus spontané peut-être. C'est plus aujourd'hui. Non, à l'époque, moi, ce que je kiffais vraiment, c'était vraiment ça, le rassemblement. Okay. Donc la musique, ça nous permettait de nous rassembler, etc. Vraiment kiffer. Aujourd'hui, bon voilà, mes potes à l'ancienne avec qui je bossais, je pense que je dois être peut-être le seul qui aujourd'hui travaille sur un projet. Après, tu vois, t'as la vie aussi, les enfants qui arrivent, voilà, les femmes, voilà, oui. Tu vois. Donc, le boulot, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui me... Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi tous là, toi tu continues? Parce que là, on t'avait pas entendu pendant un petit moment. Mais ouais, j'ai sorti dernièrement un clip avec Smash Boy Film, voilà. Avec Vaudou, tu vois. Donc en fait, avec Vaudou, en fait c'est... ce morceau-là, et je suppose que là, risque et conséquences. Excuse-moi sans te couper, mais je suppose que là, tu as balancé un clip. Ouais. Tu vas pas enchaîner dans 2 ans. Hein, quand tu reviens, tu vois. Non. Qu'est-ce qui te donne envie? Donc, risque et conséquences, en fait, quand j'ai sorti ce morceau-là, c'est parti d'un freestyle sur une instru d'un mec des États-Unis. Ok. Et en fait, je lui ai envoyé juste une vidéo freestyle, il a kiffé, il m'a envoyé l'instru. Et en fait, c'est parti sur ce morceau-là, où j'étais déjà, bien sûr, bien avant, il y a depuis 1 an, je continuais quand même à travailler des morceaux, aller en studio avec The Black, qui se trouve au studio, qui se trouve à Bagnolet. Ouais, tu me parlais. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce morceau-là, je suis parti aux Antilles, je l'ai posé, ce morceau-là, par contre, je l'ai posé chez Vaudou Studio. Ouais.
Du coup, ils ont un studio et ils font des vidéos. Okay, voilà, ils font des vidéos et ils ont un studio qui se trouve à Vieux Habitants. Donc, c'est une génération qui est juste... ils sont plus jeunes que moi, mais on est sur la même longueur d'onde. Voilà, donc j'ai posé le morceau là-bas. J'ai fait une partie du clip en Guadeloupe aussi. Et l'autre ici. Et voilà. Et là, à partir de ce morceau-là, c'est là où j'ai vraiment décidé de sortir le projet Elixir. Ok. Donc Elixir. Et du coup, Elixir, c'est le projet sur lequel tu taffes ou t'as fini, voilà. C'est pour quand? Donc en fait, là, moi je projette là d'ici 6 mois la sortie. Donc, et ne fait pas 6 mois et après ça sort l'année prochaine. La sortie. Non, là, on est vraiment à fond dedans. Ok. Donc, là, t'en es où à peu près dans le projet? Bah là, j'ai quand même une dizaine de titres déjà. Ok, ouais. Donc, voilà. Donc après, c'est peut-être, là je dois peut-être finaliser le projet avec 2-3 titres en feat. Donc, mais la grosse partie elle est faite. Ok, bah c'est cool, bah, j'espère que je serai invité sur ton projet. Si tu es gentil, poli. Non, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te check, ça fait un moment. Ouais, y a pas de souci. J'ai un grand respect pour toi et tout. Et bah, j'espère que là, 2021, ça va être, on va entendre du XP partout. Si, on est là pour ça de toute façon. Oui. Donc non, là cette année c'est un projet, le projet s'appelle Elixir, c'est pas... Mais pourquoi Elixir d'ailleurs? Elixir. C'est quoi, c'est le rhum, c'est de luxe. Les textes sont dans tout. Tout va être dans tout, les instrus elles sont dans tout. Ça va rendre tout le monde chad. Tout le monde chad. Voilà. Parce que même quand j'ai bossé sur le clip là, lyrics et conséquences, je me suis dit maman, monsieur, mais dompé, machin. Donc en fait, c'est juste l'idée de dire que je suis sur un autre niveau. Là, je suis plus sur le macaque ou voilà. Donc les textes aussi, c'est pas sur macaque, voilà. Mais on va s'attendre à quoi? C'est quoi? Ce sera de l'ego trip, ce sera... Bon, il y aura de l'ego trip, il y aura de l'ego trip, il y aura du son conscient, il y aura aussi de l'afrobeat. Ok. Donc, drill, non? Il y aura de T'es allé à London, tu fais pas de drill? Il y aura de la drill aussi, t'inquiète. Donc il y aura un petit mix de tout. Ouais. Mais toujours avec une petite couleur flow rap. Ouais. Voilà. Pur hip-hop, mais remasterisé en 2021. Remasterisé en 2021. Ah ouais, ça, voilà. On a hâte d'entendre ça, frérot. En tout cas, merci d'être venu. Il n'y a pas de galère, ma gueule. Et puis, vous, rendez-vous à je sais pas quand, frère. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, yes, sir. Allez checker Elixir bientôt. Maître Tortue disponible. Gangway.